Alors, le programme est annoncé par Anne et nous pouvons commencer tout de suite avec Nicolas Bergerot, PDG de l'Atelier des Chefs, pour comprendre comment les technologies sont au service aujourd'hui de la transmission au sein de votre entreprise. Alors, je ne sais pas qui connaît l'atelier des chefs, je ne vais pas faire comme les écoles de production, mais c'est vrai qu'on a créé cette école de cuisine au départ il y a 19 ans, en 2004, pour remettre les Français au fourneau. Et depuis 2017, on s'est lancé dans la formation professionnelle en digital à ce qu'on appelle tous les métiers de la main et de l'humain. Donc, on a commencé évidemment par nos métiers historiques de cœur, que sont la cuisine, la pâtisserie et la boulangerie. Et comme ça marchait très bien pour faire passer les CAP, eh bien on s'est dit qu'on allait développer sur plein d'autres métiers. Aujourd'hui, il y a la coiffure, l'esthétique, la petite enfance, les assistants de vie, les plombiers, les électriciens, les fleuristes, enfin plein de métiers. Alors, je vous cacherai pas que l'un de nos associés, quand il nous a dit en 2016 qu'il voulait lancer des formations digitales au CAP cuisine, on l'a regardé avec un œil un peu circonspect et j'ai face à moi Jean-François Girardin qui vous parlait tout à l'heure, il connaît bien Jean-Sébastien, notre associé, et Jean-Sébastien, c'est un type extrêmement créatif, et donc quand il nous a proposé ça, on s'est quand même dit on va tenter le truc. Et en fait, il a dit c'est un peu pour se convaincre nous-mêmes aussi que ça marche, et puis convaincre le marché, parce que le CAP, c'est quand même le sésame de tous les métiers. Première promo, 100% de réussite. Alors, ils étaient 10 à passer le CAP, la base n'était pas énorme. Deuxième promo, 50, de nouveau, je crois qu'on a eu 99%, il y en a un qui l'a raté. Bon, bref, et ça a fonctionné, et en fait, on s'est rendu compte qu'en effet, on pouvait tout à fait digitaliser une formation professionnelle à un métier d'artisanat. En fait, dans tous les métiers, on en a beaucoup parlé, il y a beaucoup de pratiques, évidemment, il faut faire chez soi ou faire chez le patron, mais avant ça, il y a beaucoup de techniques à maîtriser et à apprendre. Et donc, sur tous nos métiers, on a toute une partie de formation en digital, à peu près 200 heures de formation, où on apprend la théorie, ça va des saisons pour les légumes ou des techniques pour pouvoir faire une frange à peu près droite. Et puis après, il y a 200 heures de pratique, soit on fait des exercices chez soi, soit comme on est aussi CFA, on fait des exercices chez le patron. Et globalement, les taux de réussite à l'examen restent toujours très élevés. On est entre 97 et 98% selon les métiers. On a ouvert le CFA en avril dernier, donc on va avoir notre première promo qui passe le CAP cette année, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, oui, on a prouvé qu'il était possible de digitaliser des formations à ces métiers de la main. Et comment concrètement se passent les cours? Alors, tout le programme est complètement asynchrone. Le digital, c'est pas mettre une caméra dans une salle et faire en sorte que les gens regardent tous en même temps. D'abord, on a produit tous les contenus à la maison. On n'est pas allé chercher des vidéos sur YouTube ou des contenus sur Wikipédia. On a tout refabriqué. Des textes, des photos, des PDF, des quiz, des podcasts. Enfin, il y a vraiment toutes les sortes de briques de savoir. Après, on fait une ingénierie pédagogique, grand mot pour dire qu'en fait, on propose tous ces petits modules dans un ordre très précis qui permet de rentrer dans la tête de ceux qui apprennent. En gros, il faut que chaque message soit dit au moins 5 fois sous 3 formats différents. Donc, on répète inlassablement tous les savoirs. Et puis, merci beaucoup. Et au-delà de ces contenus et de l'ingénierie pédagogique, il y a beaucoup d'accompagnement, parce que ça, il y a un truc qui est compliqué à obtenir, c'est que les gens soient réguliers dans leur formation. La formation en digital, c'est un peu comme la salle de gym. On s'inscrit avec beaucoup de motivation. Puis la première semaine, on y va 3 fois. Puis la deuxième semaine, 1 fois. Puis après, on n'y va plus. Donc, on a toute une équipe de coachs, des experts métiers et des coachs qui accompagnent tous nos apprenants en les appelant en moyenne tous les 15 jours. Alors, il y a des stats selon les profils des apprenants. On les appelle tous les 15 jours pour être certain qu'ils avancent bien dans leur formation. Parce que on a envie qu'ils aillent au bout de leur formation, qu'ils passent l'examen, qu'ils le réussissent et qu'ensuite ils trouvent le job de leur rêve, parce que c'est soit des boulots en formation initiale pour les apprentis, soit de la reconversion. Et puis 2, parce que, et c'est très bien, le système est très bien fait, si les gens ne vont pas au bout de leur formation, nous ne sommes pas payés. Donc ça nous motive à les accompagner pour aller jusqu'au bout. Et vos formations forment au CAP, mais y a-t-il des diplômes ensuite aussi? Alors pour l'instant, on n'est que sur des CAP. On a aussi créé un parcours de formation digitale à la création d'entreprises, parce qu'on a beaucoup d'artisans qui nous ont dit, enfin de gens en reconversion, qui nous ont dit, voilà, je me suis reconverti vers la plomberie, vers la cuisine ou vers la coiffure, mais j'ai besoin de base pour pouvoir monter une boîte. Donc on a fait une formation digitale également à la création d'entreprises. Et puis après, comme le dit, enfin, je voudrais rassurer tous les professionnels qui sont dans la salle ou qui nous écoutent. Jean-Sébastien, notre associé, il le dit, hein, en 1 an, on va passer le CAP, on va l'avoir, statistiquement on va l'avoir. Mais après, par exemple pour la cuisine, et je pense que Jean-François le confirmera, il faut encore 5 ans pour devenir ne serait-ce que cuisinier, encore 5 ans pour devenir chef, puis il faut encore 20 ans pour devenir meilleur ouvrier de France. Donc
Le CAP, c'est le sésame qui permet de rentrer dans le métier, quel que soit le métier. Et puis après, c'est évidemment en pratiquant, en refaisant, en faisant des erreurs et en corrigeant les erreurs qu'on va pouvoir progresser et devenir l'un des meilleurs professionnels de la catégorie. Justement, on s'améliore, on corrige ses erreurs. Quelles sont les limites de la formation que vous constatez aujourd'hui, mais de la formation, et s'il y en a des limites, c'est pas toujours le cas, mais à la formation digitalisée? On a pu croire qu'il y avait certains profils qui n'étaient pas forcément adaptés à la formation digitale. Et en fait, aujourd'hui, il faut des gens avec une forme de maturité. Donc c'est vrai que dans notre CFA, pour l'instant, on accueille essentiellement des gens qui ont déjà un bac. On en parlait tout à l'heure, ceux qui ont un bac pour faire plaisir aux parents et qui ensuite veulent se diriger vers un métier passion. Donc ça, c'est essentiellement les profils qu'on a recrutés au début pour pas commencer par la face nord. Mais inversement, on a des succès très encourageants avec des personnes qui ont un handicap, des handicaps cognitifs. Et puis il y a tout simplement des gens qui sont en échec scolaire, qui ont une phobie scolaire, pour qui le fait même d'être dans une classe ou d'être en face d'un prof, etc., les met dans une situation d'inconfort total. Ben là, l'avantage, c'est qu'ils peuvent lever la main autant de fois qu'ils veulent et revoir chaque module autant de fois qu'ils veulent. Ils peuvent poser des questions de manière relativement anonyme sur un chat et néanmoins avoir la possibilité d'avoir accès à un expert en permanence. Et inversement, avec nos formations digitales, on a réussi à les faire passer des titres pro en prison. On a formé aussi dans le métier d'assistant de vie aux familles. Le profil des assistantes de vie aux familles, c'est un modèle assez monolithique de femmes issues de l'immigration, 45 ans, qui vivent toutes seules et qui bossent comme des folles. Pôle emploi, qui nous avait fait gagner un appel d'offres, nous a dit, je crois pas une seule seconde qu'elles vont pouvoir suivre une formation digitale. Donc c'était assez courageux de leur part de tenter le truc. Et en fait, ils ont été assez scotchés de la motivation de ces femmes à apprendre le métier, mais aussi à apprendre l'informatique. Et puis comme on pouvait produire notre titre pro assistant de vie et puis ajouter des options, parce que nous, ça ne nous coûte pas plus cher, une option cuisine et une option onglerie ou une option soins des mains à notre formation, bah, ça a valorisé le métier, ça a valorisé les personnes, et donc de ce fait, elles sont toutes allées au bout de leur formation. Donc dans ces formations, notre ambition, c'est évidemment de former, pour certifier, pour insérer, et puis d'en profiter, on en a énormément parlé aujourd'hui, pour revaloriser tous ces métiers qui, depuis 40 ans, sont considérés comme les métiers de ceux qui échouent. C'est Monsieur Chevènement qui rêvait d'avoir toute une génération qui était bachelière. C'était probablement pas idiot en 80 et quelques, beaucoup moins maintenant, parce que maintenant il y a ChatGPT qui va prendre tous les jobs à relativement faible valeur ajoutée, ça va être fait par l'ordi. En revanche, avant que ChatGPT débouche un tuyau, fasse une belle frange ou une belle blanquette de veau, eh ben à mon avis, on n'y est pas encore. La blanquette de veau fait l'unanimité ici, c'est tant mieux. Je me tournerai vers vous maintenant, Amélie de Ronceret. Vous êtes directrice adjointe du campus Versailles Patrimoine et Artisanat d'Excellence. Et en 2021, oui, mais alors vous savez pas tout à fait ce que vous allez dire. Non, j'allais parler en fait du colloque que vous aviez organisé, ou plutôt du séminaire, pardon, 2022. Dont le thème était enseigner, en 2022, enseigner dans un monde en mouvement. L'artisanat, la revalorisation des savoirs manuels au cœur des enjeux de demain. C'est tout à fait la problématique qui nous intéresse. Qu'est-il ressorti de ce séminaire et qu'en fait aujourd'hui le campus Versailles Patrimoine? Alors, pour vous dire en 2 mots ce qu'est le campus Versailles, parce que je vous l'ai pas dit tout à l'heure. Donc, c'est un campus des métiers et qualifications. Il y en a une centaine en France. Dont 50 avec le label Excellence qu'on a au campus, parce que aussi nous avons un lieu absolument majestueux qui nous accueille, qui sont les grandes écuries du château de Versailles. Donc c'est le lieu d'éducation qui est face au château. Il a été co-créé par le rectorat de l'Académie de Versailles, donc la plus grande académie de France côté éducation nationale, le CY, l'université de Cergy, et puis le château lui-même. Donc ces 3 fondateurs ont créé ce lieu d'innovation et pédagogique et d'éducation, qui n'est pas seulement un lieu, en fait, qui est aussi un pôle, puisque on interagit avec beaucoup de gens qui sont passés sur la scène ici, hein. Entre autres, en effet, les écoles qui nous entourent à Versailles, l'école d'art mural, mais aussi les compagnons, l'Union compagnonique qui est à notre conseil d'administration,
Rempart, voilà, les écoles de production aussi. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de partenaires qui sont passés par là. Donc, c'est vraiment un agrégateur plutôt de formation que qu'un seul créateur. Et nos rôles, c'est de donner à voir déjà ces métiers du patrimoine et de l'artisanat, qui sont un peu, comme je l'ai dit tout à l'heure, parfois pas suffisamment visibles, et notamment des plus jeunes qui ne les choisissent plus, du coup, parce qu'ils ne les connaissent pas ou très peu. Notre rôle second, c'est d'orienter. Tous les jours ou presque, on reçoit des classes et des enseignants qu'on informe sur les parcours possibles dans le patrimoine et l'artisanat d'excellence. Je vous ai pas précisé, pardon, que on avait 5 filières à bord, pas seulement patrimoine bâti, métier d'art et design, mais aussi gastronomie, jardin et horticulture et tourisme patrimonial pour la partie tertiaire. Donc tous ces jeunes, voilà, on essaye de les informer pour le moins, et puis on crée un certain nombre de formations quand elles n'existent plus. Voilà. Et donc c'était pour vous définir un peu notre rôle. L'idée, c'est d'animer cette communauté et que tous ces gens se rencontrent chez nous ou ailleurs et créent des projets ensemble, dont des projets numériques. Mais j'avoue qu'on est beaucoup moins numérique que vous l'êtes. On a beaucoup de la conviction de l'apprentissage par le faire, donc de fait, on pouvait pas forcément axer un campus autour du patrimoine, de l'apprentissage par le faire et de l'artisanat autour du numérique. Néanmoins, ça serait une aberration de pas diffuser le numérique au sein de ces différentes populations, de fait, parce que les jeunes fonctionnent comme ça, même si ils sont pas toujours tous digital native, j'y tiens quand même, hein, en voyant les étudiants qui passent par chez nous. Les artisans ont besoin aussi, la plupart du temps, de se former à des nouvelles données du numérique. Donc, au sein du campus, nous avons un Fab Lab que nous tenons avec Make Ici, que vous connaissez peut-être, qui sont des makers. Donc, en fait, là aussi, c'est intéressant puisque les artisans rencontrent des makers, donc des espèces de néo-artisans qui ont eu comme tradition, et notamment encore plus pendant le Covid, de créer ensemble des solutions avec des machines, certes, mais aussi avec leurs mains. Enfin, de fait, montrer aussi que l'un n'exclut pas l'autre. Donc, en effet, c'était une donnée assez importante dans ce séminaire. Et puis, on a quand même le projet de s'initier un petit peu aux ateliers virtuels, voir ce que ça peut faire. Non pas pour remplacer quelque enseignement manuel ou in situ que ce soit, mais on voit bien que les chirurgiens eux-mêmes travaillent à distance, sont capables de créer, là j'ai encore entendu ce matin, un cœur ex nihilo, c'est assez fou, et donc on peut aussi proposer à certains jeunes, certains artisans de s'initier à l'ébénisterie et à un certain nombre de gestes assez répétitifs finalement en virtuel. On ne l'a pas encore du tout créé, hein. C'est un projet pour dans 2-3 ans, mais ça fait partie des projets du campus où finalement on réussira aussi peut-être à intéresser un certain nombre de communautés qui ne seraient pas venues si jamais cette dimension numérique n'existait pas. Et dernière chose, après je laisse la parole, le numérique, c'est un peu comme dans l'artisanat chez nous, il est surtout au service d'eux. On a des plateformes de mise en relation des artisans entre eux parce que parfois on les sait très isolés, de partage de ressources, de mise en lien des étudiants aussi, d'orientation sur ces métiers très spécifiques où parfois ils sont complètement perdus sur l'ONICEP ou sur les plateformes un peu classiques puisqu'en fait elles sont très peu adaptées à leurs besoins à eux. Donc finalement c'est presque comme dans un atelier. Certes, le numérique a révolutionné la recherche, la conception, la fabrication, et on le niera jamais, mais il faut qu'il soit au service de la main, de l'intelligence des artisans. Donc c'est un peu comme ça chez nous aussi. C'est un outil, voilà, parmi d'autres. Et ces jeunes qui seraient intéressés par les outils, enfin ça s'adresse à quel public à peu près les ateliers virtuels? Oui. Ça s'adressera à des jeunes qui seront soit en CAP dans un centre de formation des apprentis à côté, soit des lycées pro qui sont autour dans l'académie, soit carrément des jeunes qui sont au-delà du bac et qui ont besoin de se professionnaliser en BMA, en DNMAD, etc. Soit encore à des formateurs, parce qu'on fait déjà beaucoup de formations d'enseignants
qui ont besoin aussi parfois de se mettre à jour sur un certain nombre de techniques. Donc, et des artisans aussi qui pourront, pourquoi pas, se dire, voilà, je m'initie au numérique ou au virtuel. Donc, encore une fois, c'est loin d'être la base de notre proposition, mais ça sera comme on essaye de le faire pour tous nos projets, ça sera toutes ces communautés qui pourront être à un moment concernées en s'inscrivant. Bon, les étudiants, c'est plus facile, les élèves, c'est plus facile. On a un lien direct avec les classes, les enseignants. Mais en tout cas, les enseignants et les artisans peuvent s'inscrire et participer à des formations chez nous déjà maintenant. François Garçon, vous êtes essayiste, historien, spécialiste de la Suisse et de son système d'enseignement dual. Comment la Suisse se prépare-t-elle aux nouvelles technologies à demain dans, ce travail difficile qui est de concilier la transmission des métiers manuels et l'émergence de nouvelles technologies qui parfois, on peut le craindre, remplacent les hommes? Oui, alors je m'exprime ici en tant que Français. Ne croyez pas que je sois le double de l'ambassadeur Balzaretti. Donc, ce que je peux dire ne relève pas du chauvinisme. D'abord, je voudrais simplement dire que je suis très impressionné par la qualité des gens qui se sont succédés ici. J'ai découvert durant toute l'après-midi, c'est pas simplement les deux personnes qui sont à mes côtés. J'ignorais qu'il y avait autant d'innovation, d'action dans le domaine de l'apprentissage, dans le domaine de la formation professionnelle. Et je suis pas simplement impressionné, je suis admiratif par les efforts que ces gens font pour vaincre des obstacles qui sont mis devant eux. Moi, j'ai surtout retenu qu'il a fallu se battre en Sologne parce qu'il y avait des Verts et des communistes qui considéraient que 25 étudiants mettaient en péril l'éducation nationale. J'ai également entendu ailleurs que grosso modo, on sent qu'il y a un monolithisme de la formation en France, qu'elle est entre les mains de l'éducation nationale et que son modèle unique, c'est la voie gymnasiale, c'est-à-dire la voie qui mène au bac généraliste. Et je pense que dès 1980 ou 82, lorsque Jean-Pierre Chevènement annonçait qu'il faut que toute une génération arrive au bac, c'était déjà à l'époque une connerie. Mais on n'ose pas véritablement le dire. Donc je pense que c'est une catastrophe, c'est extrêmement mal conçu. Et je reviens effectivement à la question qui m'est posée. Quelle chance ont les jeunes Suisses qui, lorsqu'ils arrivent à l'équivalent de notre collège, à 14 ans, sont mis au contact de l'entreprise par des visites de patrons, par des DRH, par des visites à l'intérieur d'autres d'entreprises du canton ou de la commune, et se familiarisent ainsi avec un autre univers que l'univers scolaire. Et ces choix se font par les jeunes dès l'âge de 14-15 ans, et à 15 ans, ils rentrent dans l'entreprise. Et quand l'ambassadeur Balzaretti rapportait que 2/3 des jeunes Suisses vont en apprentissage, dans les cantons comme Saint-Gall, c'est 85%. Et plus on se rapproche de la France, et plus le pourcentage baisse. Genève et Neuchâtel sont par exemple les deux cantons où le choix pour l'apprentissage est le plus bas. Donc comme s'il y avait une contamination de la voie prestigieuse académique qui s'abattent sur les frontières. Alors, je voudrais également dire un point qui a peut-être pas été assez noté lorsque Balzaretti a parlé. L'apprentissage en Suisse, il commence à bac-4. Bac-4. Nous, quand on parle de l'apprentissage, c'est plutôt bac+2, c'est-à-dire un apprentissage en alternance d'enfants ou de garçons déjà, d'adultes, ou de jeunes adultes qui financent une partie de leurs études en allant travailler en entreprise. Là, on a affaire à des gamins qui commencent à bac-4, et comme me disait le directeur du centre patronal du canton de Vaud, sa fille est en apprentissage, elle se lève à 6h45 à l'âge de 16 ans, elle prend son bus à 7h, et à 7h15, elle commence à travailler dans une entreprise où elle travaille 3 jours et demi par semaine, en allant 1 jour et demi par semaine suivre une formation générale dans une école professionnelle. C'est véritablement un parcours d'adulte. C'est un parcours d'adulte qui a comme principal avantage de mettre du plomb dans le crâne des adolescents et des futurs adultes. Puisque là, on voit aujourd'hui dans les rues de Paris des étudiants qui ont 24, 25 ans et des lycéens qui en ont 16 ou 17 et qui se battent pour la protection de leur retraite. On voit véritablement que le plomb, là, n'est pas dans la tête de ces protagonistes. Donc je crois que... Alors,
je dis pas ça par démagogie, je le pense vraiment sincèrement, je pense que logiquement, on doit probablement être nombreux à le penser également. Donc, je crois que je répondrai à votre question rapidement, parce que je vois qu'il y a un énorme buffet derrière, mais je ne sais pas s'il nous est destiné. Il y a du champagne, en tout cas, qui est servi. Lorsque je vois le drame de tous ces enfants qui sont projetés vers la voie gymnasiale, la voie vers laquelle Chevènement les poussait, je veux dire, il y a une incapacité à admettre que l'on puisse souffrir à l'école. Une incapacité à admettre que rester pendant 55 minutes sur une chaise à écouter un prof donnant un cours ex cathedra sur l'histoire. Moi, j'ai fait des études d'histoire, mais c'est quand même barbant ça peut être barbant pour des milliers et des milliers d'enfants. Je veux dire, et c'est pas être démagogique ou populiste que de dire une chose pareille. Je pense qu'il y a un mépris en France de la culture de la main, de la culture pratique, et je crains malheureusement que ça ne soit pas près de changer. Les anecdotes qui ont été rapportées cet après-midi par une série d'intervenants sur les obstacles qu'ils doivent franchir pour imposer leur système, leur microscopique formation me dit que le chemin va être long pour faire admettre que l'on puisse avoir, pour les enfants qui viennent, des formations autres que celles qui mènent à Polytechnique, au lycée Louis-le-Grand, à Henri IV et à HEC. Je dirais, j'ai passé l'âge d'être désespéré, mais en tout cas, rien ne me dit qu'on va véritablement rapidement dans le bon sens. Maintenant, sur la formation et je vais être rapide parce que je veux quand même, je suis le dernier intervenant, je crois, et je crois que je vais commencer à en avoir un peu marre. Donc, l'important, je crois que ce qui est l'essentiel et ce sur quoi misent les Suisses, c'est les fondamentaux. Les fondamentaux, ils se repèrent à travers les tests PISA, c'est-à-dire savoir lire, savoir compter et comprendre un texte. D'accord? C'est ça. Une fois que vous maîtrisez ces fondamentaux, vous pouvez toute votre vie vous former en formation continue. 80% des Suisses, chaque année, font de la formation continue. Quand vous avez fait une formation dite d'excellence en France, vous ne faites plus de formation continue. Vous n'allez pas vous frotter dans une salle où vous connaissez personne à des gens qui sont à bac-2, vous qui venez vous initier au digital. Vous n'en faites pas. Moi, j'ai travaillé à Canal+, à TF1, etc., avant de fonder mes propres sociétés. Je veux dire, j'étais entouré d'inspecteurs des finances. Il n'avait jamais mis les pieds devant, ou les mains, ou les yeux devant un écran. Il a mon âge, il a jamais touché un écran de sa vie. Et ça ne lui aurait jamais passé à l'esprit de devoir le faire, puisqu'il a toujours eu les petites mains pour le faire autour de lui. Donc, je crois que le bon système, c'est de donner jusqu'à l'âge de 14 ans les fondamentaux aux enfants et être d'une incroyable rigidité sur l'apprentissage de ces fondamentaux. Et une fois que ces fondamentaux sont acquis, vous pouvez donner une grande liberté à ceux qui devront se former toute leur vie, et il vaut mieux qu'ils se forment toute leur vie, plutôt que de leur bourrer le crâne de données qu'ils n'aiment pas, qu'ils détestent, parce qu'on peut détester l'école. Moi, je n'aimais pas l'école. Je trouvais que c'était un endroit où je m'ennuyais mortellement. Je suis comme monsieur Luigi, probablement, c'est ce que vous nous avez dit. J'étais comme vous, à part que j'ai pas fait votre carrière. Mais ça doit pouvoir s'entendre au ministère de l'Éducation nationale. Mais ça ne s'entend pas. Je veux dire, la puissance des syndicats est telle, les corporations syndicales sont telles, les castes d'agrégés, de capétiens, tous ceux qui sont là et qui figent le système, ça ne bougera pas. Ça ne bougera pas. C'était le moment de désespoir dans cette journée, après tous les propos que vous avez tenus et qui sont formidables. Donc, je termine là-dessus en disant que pour ce qui concerne la Suisse, il n'y a pas véritablement de problème d'adaptation de la population active aux nouvelles technologies, parce que d'abord, le signe d'abord, c'est que le pays est leader mondial de l'innovation. Et moi, j'avais fait une étude comparative avec Israël. En Israël, vous avez une énorme innovation. C'est un pays qui est extrêmement innovant. Le problème d'Israël, c'est qu'ils n'ont pas les petites mains derrière pour usiner l'innovation, puisque dans la culture juive, il vaut quand même mieux que son fils soit chef d'orchestre que charpentier. Donc le problème, c'est qu'ils n'ont pas les charpentiers ni les plombiers pour ensuite
fabriquer les petites pièces automobiles ou pour fabriquer pour industrialiser l'innovation. Donc, je réponds à votre question. Le système fonctionne plutôt bien. Je termine là-dessus. L'année dernière, il y a 2 ans, j'avais vu, il y a eu 25 délégations étrangères qui sont venues voir comment fonctionnait le système. Américaine, chinoise, c'était la femme de Biden qui, du reste, qui dirigeait la délégation. Ils étaient 15. Il y a eu des Chinois, des Indiens, des Anglais, etc. Pas de Français. Et il y avait dans le Figaro d'avant-hier ou de hier, il y avait une phrase extraordinaire. J'ai vu plus loin que les autres parce que je me suis juché sur les épaules des géants. Je pense que c'était Newton. Je pense que c'est magnifique. Alors, rassurez-vous, François Garceau, ce n'est pas vous qui allez nous torturer. Mais Anne Coffinier a accepté 2 questions, éventuellement, s'il y en a. Alors, les nets, c'est 6,4% en Suisse et 13% en France. Il y en a évidemment. Il y en a. Voilà, on divise par 2 et le chômage des jeunes, encore une fois, comme l'a dit l'ambassadeur, je crois qu'il est toujours autour de 5-7. Et du reste, c'est intéressant de voir qu'on prend systématiquement en France la Finlande comme modèle. Effectivement, dans les tests PISA, ils ont été jusqu'à tout récemment les meilleurs. Le problème, c'est que à 24 ans, à 21 ans, ils ont 24% de chômage. C'est-à-dire ils réussissent formidablement les tests PISA. Hein, ça veut dire qu'ils ont une très bonne formation primaire et secondaire. Le problème, c'est qu'elle est inadaptée au marché du travail. Oui, il y en aura 3. Il n'y a pas ça. Il y a le code du travail en Suisse, je crois qu'il fait 16 pages. Mais c'est une plaisanterie, mais je veux dire, voilà. Y a-t-il une autre et dernière question? Et nous pouvons laisser la parole à Anne Coffinier pour conclure. Dernière torture.